Saluton la ĉiuj, saluton. 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 Bienvenue, c'était Bonvenon. sympa. Bonvenon. 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 On va parler ce soir. Yes, Esperanto. Yes, yes. Ok, alors, je continue. Mia nomo estas Sonia Chatlo, kaj en Esperanto mi nomiĝas Esperanza. Mi vojaĝas tra la mondo per Esperanto. Esperanto estas lingvo. Ni povas uzi ĝin kun la homoj, inter homoj, por paroli, vojaĝi, koncerti. Mi volas legi al vi teksteton, fabuleton. Aŭdu ĝin kaj komprenu. Korvo kaj vulpo. Sur arbo sidante la corvo, signor, fromagion en la beko li tenis. La vulpo allogite per la bon odor. Kun tia parolo alvenis. Bonan tagon, signoro nobela. Kiel vi estas gracia kaj bela. Se via vocet en compar ne sedas al via plumar, vi estas fenikso de arboloĝantoj. La corvo ĝojega pro tiu admir. Por montris belecon de la voĉo en kantoj, malfermas la bekon, krak, falis akir, kaj vulpo, captante ĝin, diras: eksciu, simplum kaj flatis vivas ĉiuj. Je kosto de lin anskudlante person. Fromaĝon valoras ja ĉi lecion. La korvo ekĵuris en honto, konfuzo, che poste neniu lin trompos per ruzo. Ĉu vi komprenas? Yes, bone. Yes, estas por aŭdi, diveni, yes, por aŭdi la voĉon. Do. Alors, voilà le drapeau de l'espéranto, du monde espérantiste. Le monde espérantiste est partout sur les 5 continents à l'heure actuelle. On se contacte d'un club à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'un congrès à l'autre par Internet. On a des livres et on peut participer. On a des livres qui s'appellent Passeporta Servo, comme ça, comme celui-ci, où on a le monde entier. Maintenant, c'est sur Internet, on est d'accord, celui-là il date de 2017. Maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Il y a des délégués dans tous les pays. Comme ça, c'est marqué d'abord par continent, ensuite par pays, par ordre alphabétique. Il y a des délégués. Là, on a même une application qui s'appelle Amikumu qu'on met sur le téléphone et on voit tous les espérantistes qui sont autour de nous. C'est en GPS. Donc, on peut savoir s'il y a un espérantiste à 20 mètres, à 1 kilomètre, à 2 kilomètres et on peut se contacter. Donc, on en trouve dans le bus, des fois, à côté de nous. C'est en train de se diffuser tranquillement par Internet, la toile tout seul. On a un autre livre là qui donne aussi tous les renseignements. Ça s'appelle le livre de l'année où il donne des tas d'informations par rapport. Mais maintenant, c'est un site sur Internet. On a tous les événements. Alors, c'est marqué par continent, puis après par pays, et on choisit où on veut aller. La prochaine activité où on peut se regrouper, les espérantistes, c'est la semaine prochaine. Pardon, j'ai mis un peu de matériel là. La semaine prochaine, pour l'Ascension, à Strasbourg, il y a un congrès. Donc, on arrive le mercredi, comme ça, et on vit ensemble. Là, c'est le congrès européen, mais des gens viennent de partout. Il y en a qui vont venir du Japon, il y en a qui viennent de Tahiti, il y en a qui viennent des 5 continents, quoi. Et puis, on vit ensemble vraiment, on loge ensemble. Des fois, on va chez les restaurateurs qui sont autour du congrès où on est. Souvent, on loue une université directement. Et même on demande aux restaurateurs si on peut traduire leurs cartes en espéranto. Alors, leur menu du jour, ou comme ça, tout est préparé.
on peut traduire, puis on guide les gens, on va avec eux dans les restaurants pour la nourriture, les spécialités. Et souvent, il y a beaucoup de jeunes qui viennent et on loge dans les logements d'étudiants. On utilise les logements d'étudiants et tout ça pour des cours. Il y a des cours, des conférences, des excursions. Et tout est en espéranto. On discute tous ensemble en espéranto. Alors, je vais vous présenter un petit peu la langue. Si jamais après, vous pourrez tout à fait prendre ces petites brochures. Elles sont gratuites, elles sont pour vous. Ça donne beaucoup d'explications de base. C'est une information, c'est en français. Français espéranto, celle-là, c'est pour ça. On comprend quelque chose. Oui. Alors ça, c'est un petit peu mon logo espéranto. Venu, donc venez. Vidu, regardez. Audu, écoutez, c'est ce qu'on vient de faire. Lernu, on va prendre un petit peu de temps pour apprendre. Et parolo, parolo connaît. On parle ensemble. Voilà. Saluton. Il y a un petit livre ici, qui est là, qui est que en espéranto. Vraiment tout, on le donne dans le monde entier. On essaye de faire passer aussi à la Croix-Rouge. La semaine passée, on a été faire toute une présentation comme ça, un atelier au service civil international. Donc il y avait des jeunes motivés. Ils faisaient un atelier sur la paix, toute une semaine de congrès sur la paix. Puis on nous a demandé de venir animer une animation sur l'espéranto. Alors nous, on leur donne ce livre-là, c'est que en espéranto. Et les gens apprennent en autodidacte, apprennent directement la langue en autodidacte. C'est une langue qui est agglutinante. On appelle ça une langue agglutinante. Elle est phonétique, ce qui n'est pas gênant en général. Voilà, donc, alors, elle est phonétique, ce qui simplifie la tâche pour bien des gens, dont les dyslexiques, apprendre des langues, souhaitent enfin quelque chose qui s'apprend comme une langue maternelle, mais qu'on n'a pas besoin d'apprendre à écrire. Si on a une dizaine ou une quinzaine et qu'on a des graphies différentes, on discute entre nous, chacun écrit un petit texte pour son journal local. Il peut y avoir un chinois, un japonais, un russe, un grec, un suisse. Et quand on regarde notre papier, on n'arrive pas à se relire les uns les autres. Mais si chacun reprend son papier et le lit aux autres, on se comprend tous. Donc c'est vraiment assez super comme utilisation. Alors, agglutinante veut dire, par exemple, si on prend un radical. Je prends san. Sano, c'est la santé. Alors, ça se passe comme un jeu de Lego. C'est assez gros, là, ça va? Si je rajoute un O, ça veut dire que c'est une santé. À votre bonne santé, santé, simplement le mot santé. Si je mets la devant, la sano, c'est la santé. Oui. Ensuite, si je change le O, que j'écris sana, tac, c'est de l'adjectif, c'est quelque chose qui correspond à la santé, c'est un adjectif avec le A, automatiquement. Si je mets sané, c'est l'adverbe, sané. Sané, c'est l'adverbe, automatiquement on sait. Par exemple, si on dit ça avec le mot bicyclo, la bicyclette, eh bien, sana, par exemple, sana bicicla veturado, ça veut dire un trajet en bicyclette, qui concerne la bicyclette. Et bicyclette, ça veut dire que je me suis promenée en vélo, en faisant du vélo. Voilà, en français, ça doit se traduire comme ça. Tandis qu'en espéranto, on dit simplement bicycler. Et le verbe, c'est bicicli. Seulement, le mot, on pourrait dire sani en espéranto, mais ça n'existe pas en français. Il n'y a pas de verbe pour la santé. À part à votre bonne santé, sanon. Sanon, c'est à votre bonne santé. Yevia sano. Que gardez votre bonne santé. Quand on dit santé, pour dire, on dit yevia sano, pour votre bonne santé. À votre bonne santé. Voilà. Alors, si je continue avec le mot san, sano, si je veux dire le contraire, on met le mot mal devant. Donc, qu'est-ce que c'est malsano? Voilà. La maladie. La maladie. Alors, oui, la maladie. Oui, la mauvaise santé, la maladie. Toujours, donc richa, riche, richa.
Malrecha, pauvre. En français, c'est deux mots différents, mais pas en espéranto. Chanso, la chance, chansa, malchansa. Quelqu'un qui est malchanceux. Maintenant, oulo veut dire quelqu'un. Oul, c'est un être humain. Donc là, c'est le malade. Quelqu'un qui est mal, sanulo, c'est le malade. En français, c'est le malade. Eyo, c'est le lieu. Rajoutez le. C'est tout par préfixe et suffixe, comme ça. Eyo, c'est le lieu. Donc, le lieu où on trouve des personnes malades. C'est quoi? L'hôpital. L'hôpital. Mais on peut dire hospital maintenant, parce que c'est dans le monde entier aussi, hospitalo. Hospitalo existe. Mais quelqu'un, je ne sais pas, un chinois ou un japonais ou comme ça, qui ne connaît pas le mot, il dit malsanuleyo. Et puis ça va très, très, très bien. Voilà. Et puis si on veut mettre au pluriel, alors, si on met un ige, simplement un ige comme ça, c'est le pluriel. Ça veut dire des hôpitaux. Des. Parce qu'il n'y a pas de déterminant devant. Ça, c'est des hôpitaux. Et si je veux dire les hôpitaux en général, je mets là devant. Ça reste toujours un mot. Un mot. Voilà. Alors ça veut dire les, que ce soit le ou les, ça veut dire qu'on montre qu'il n'y en a qu'un seul. C'est celui-là. Les hôpitaux, voilà. Là, malsanuleyol, ce sont les hôpitaux. Alors, partons de ce principe, on va partir avec un mot, par exemple, le mot en français, le mot vache, ou cheval. Parce que cheval, il est intéressant, il a un accent. Chevalo. Donc, c'est la famille cheval, chevalo. C'est étonnant comme ça se fait qu'il y a un accent. Et au lieu de CH, c'est un accent. Puisque c'est un son, une lettre, un son. Alors là, ça fait. Il y a plus. L'alphabet, ça fait. Mon petit livre que je vous ai montré, il est où mon petit poste à micro? Là, oui, voilà. Alors, on a A, B, C, c'est la même chose. Abozzo, citrono. Après, on a le cho, comme ça, chevalo, ch. Alors, do, E, éléphant, F, la même chose. G, c'est go. Et il y a Joe. Comme il y a Joe. Je peux mettre ici à côté, ça ira. Tac. Il y a Joe. Mon ordinateur, il les a, les lettres. Joe. Joe. Ho. Avec un H. Comme bar, comme ça. C'est le CH. Ho. Ho bar. Horlojo. Koroho. Oui. Chaud. Alors le X n'existe pas. Le X c'est KS. Il y a AU qui est le. Ça c'est le U qui est long, le U au diao, Europo. Nous on met un accent Europo. Ça fait le U plus prononcé. Europo, EU avec ce chapeau. Baldao. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a encore un, je crois. Ah, celui-là, le J. Alors moi, mon ordinateur les fait direct. Comme le X n'existe pas en espéranto, j'utilise l'ordinateur comme touche pour mettre le chapeau quand j'écris. C'est pour ça que j'ai direct. On a un programme pour ça. Donc en fait, il y a 26 lettres en tout. Et tout l'alphabet là derrière ce petit livre, comme ça, avec la prononciation. Alors si on prend chevalo, ça veut dire un cheval. La famille cheval. De base, quoi, la racine. Cheval, c'est racine. Si je veux dire un mâle cheval, je mets vir devant. Viro, c'est l'homme, mais l'homme sexuel, l'homme, le mâle. Hein? Donc, on écrit vir chevalo. En français, on dit comment? C'est die Hengst, der Hengst auf Deutsch. Oui, on dit comment en français? Brave Jean. Un étalon, exactement. Donc, rien à voir, cheval et étalon. Chevalo. Là, vous allez voir tout de suite ma dyslexie. En général, je dois recommencer 3 fois les mots. Alors, pour la femelle, on met le suffixe ino.
Ino. Alors c'est cheval. Tout est parti. Ça, on peut retrouver. Il faut réduire. Coucou, reviens là. Voilà. Alors on remet cheval. Ah, c'est après, là. Oui, alors on le met après. Ino. Ça, c'est la femelle, là. Chevalino. Toutes les femelles, c'est comme ça, on rajoute ino, on sait que ça veut dire, c'est féminin, mais féminin sexué. On n'a pas des objets féminins, il n'y a pas objet neutre, féminin, etc. Hein. C'est vraiment quand on se décide à parler au niveau scientifique, quoi, de reproduction comme ça, c'est vraiment précisé. Hein. Le bébé, c'est ido. Alors ça nous donne oui, exactement, cheval, ido. Ah, mais j'ai oublié le E de nouveau. J'ai de nouveau oublié le E. Chevalido. Voilà. Donc, on peut construire le bébé-fille. Alors, voilà. J'ai mis Chevalidino. Chevalidino. Et si j'ai eu une bonne année et puis qu'il y a eu des jumelles ou qu'il y a beaucoup de petits bébés filles, des pouliches, quoi, ou comme ça, on pourrait dire pouliches, je ne sais pas, je mets juste un « ei ». Ça veut dire « des ». Le pluriel, c'est toujours un « ige ». Il n'y a pas d'autre chose. Vous voyez un « ige » à la fin d'un mot, c'est un pluriel. Voilà. On l'entend aussi. On dit, oui, comme Sonia, ye. Voilà. Là, chevalidinoi. Noi. Et si on veut dire donc, la maison, je vous ai dit tout à l'heure, ici, eyo, c'est la maison. Alors, la maison du cheval, che, va, li, deyo, chevali. Chevaledeo, ça c'est pour les petits, ce serait pour les poulains. Ce serait une écurie pour les poulains que j'ai écrit là. Alors, chevaleo, simplement, ça c'est pour les chevaux. Donc chez nous c'est le box. Le box. Oui, l'écurie, le box. Celui qui s'occupe, le personnel qui s'occupe, c'est isto. Alors, chevalisto, c'est le professionnel, c'est une personne professionnelle qui s'occupe du cheval. En français, palefrenier, donc rien à voir. Si c'est une dame, ce serait chevalistino, simplement. Ino, on sait que c'est une dame, que c'est une palefrenière. Voilà, simplement, on sait que c'est la palefrenière. Et on peut... Après, il y a cheval curacisto. Le curaci, c'est soigner. Donc, curacisto, cheval curacisto, c'est le vétérinaire. Mais pour les chevaux, spécial pour les chevaux, vétérinaire. On peut continuer comme ça. Alors, la déclinaison, c'est un Lego. Oui, c'est un Lego. Alors, on va essayer avec Beauvau. Mais moi, je ne vais pas l'écrire parce que ça prend trop de temps. Beauvau, c'est le bœuf. Le bœuf. Donc la vache. En français, c'est la famille de la vache. Donc, pour le taureau, ce serait Virbovo. La vache, bovino. Bovilido. Bovilidinoi. Puisqu'on écrit... et puis, bovideo, c'est l'étable. Bovideo. Bovidisto, bovid curacisto, bovidouyo, voilà, il y a tout ça. Et là où ça devient très très intéressant, il y a des gens qui disent que l'espéranto n'est pas précis. Eh bien, c'est plutôt un peu le contraire, parce qu'on peut faire la même chose pour la colombe. L'oiseau, la colombe. Nous, on dit une colombe. On ne sait pas si c'est un mâle, si c'est une femelle, si c'est juste une colombe. Tandis qu'en espéranto, on dit colombo. Et on peut faire toute la série. Là, vous avez... et puis le nid de la colombe, c'est le colombeio. Ouais. Colombeio, c'est le nid d'une colombe. Donc, ça devient, pour finir, très précis. Comme, si on passe aussi, maintenant, donc voilà, vous savez déjà comment construire un mot. Hein, c'est déjà pas mal.
Si on passe à la conjugaison maintenant, je vous explique. Il nous faudra à peu près 2 minutes, je crois, pour vous expliquer tout le système de conjugaison. On va prendre un mot qu'on n'utilise pas en français. On ne peut pas dire je vélote, tu vélotes, le verbe le vélo. Hein. En français, on ne dit pas je vélote, tu vélotes. Hein. Je fais du vélo. Tandis que nous, on dit bicycli. Bicycli. Voilà. Le i, c'est l'infinitif. Alors, on est toujours bicycli. Alors, après ça, on doit. Hop, donc, c'est bicyclo, la base. Hein. On peut remplacer le i. Allez, hop. Donc, bicyclo. Bicycle, c'est le mot racine. Bicyclo, c'est une bicyclette. Alors, pour le présent, mi bicyclas. Mi bicyclas, je fais du vélo. Oui. Alors, comme pour avant, il y a bicyclo, bicyclo, bicycla, bicyclé, là comme ici. Bicyclo, bicycla, c'est quelque chose qui est pour le vélo. Je ne sais pas, des chaussures qui sont que pour le vélo. Bicycla, chouoy. Bicycla, chouoy. Bicyclé, ça veut dire que j'ai été vélotement. Je me suis promenée vélotement hier. Voilà, ce serait ça. Mais j'ai fait du vélo. Alors, mi bicyclas, je fais du vélo. Tac. Puis alors, oui. Après, nous. Vi. Oui, alors, je mets vi, mais on peut changer. Hein. Mi, vi, c'est les pronoms. Vi, je vais aussi changer le ton, comme ça nous fait un peu plus rapide. Mais on peut mettre tous les pronoms avec tous les tons que je vais écrire. Hein. Alors, vi, bi, ti, clos. Ça veut dire tu ou vous, c'est comme en anglais, ferait du vélo. C'est le futur. Os, c'est le futur. Li ou bien chi, c'est la fille. Chi, voilà, les chi. Et puis ji, c'est par exemple un ours qui fait du vélo là dans les. Un ours ou comme ça, dans le cirque ou comme ça, on pourrait peut-être avoir un animal qui fait du vélo. Hein, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Li, c'est masculin. Ji, chi, c'est féminin. Ji. Et on a un nouveau pronom qui est ri pour les transgenres. Ri. Voilà, ri. On se met à la page. On se met à la page. Écoutez, voilà, on évolue. Et alors, bi, si, clis. Alors ça veut dire qu'ils ont été. Ils ont déjà fait. C'est fini, c'est le passé. Et... Voilà. Alors, ni, c'est nous. Bicyclou, clous. Bicyclous. Clous, c'est il faut qu'on y aille en vélo. Il faut que. Ce serait bien. Nous devrions y aller en vélo. Ce serait beaucoup mieux. Ce serait mieux de. Attention. Et puis, il y a il qui est au pluriel. Hein? C'est il ou elle. Les deux, il n'y a pas de genre là. Et le dernier, c'est bicyclo. Ça, c'est l'ordre. Allez, maintenant tu y vas. Allez, va en vélo. Dépêche-toi. Bicyclo. Bicyclo, fais ton vélo. Ouf. Voilà, là, vous connaissez toute la conjugaison. Est-ce que je saisis bien, au fond, cette présentation, comme les Lego. Oui, tout à fait, un jeu de Lego. Des lettres sur une base. Des racines. Donc, si je comprends bien, on apprend cette langue plus rapidement que les autres. On a moins à apprendre par cœur un vocabulaire et la grammaire qui est beaucoup plus élaborée. Et là, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que ou bien oui. Non, c'est juste. Dis ça. Alors, c'est des mots. Mais l'origine latine. 75% de la langue, c'est latin. Oui, c'est des Polonais qui ont inventé cette langue, des frères et des cousins. Ils étaient 9 enfants.
juifs, et puis ils habitaient à côté de la Russie. C'est bien que chaque fois qu'ils voulaient aller acheter du pain, c'était une langue, aller à l'école, c'était une autre langue, dire bonjour à la grand-mère, c'était une autre langue, parler avec les parents, c'était une autre langue. Ils avaient 11 langues autour d'eux. Puis ils se sont dit, mais c'est pas bien pratique. Au village où ils étaient, au marché, tout le monde se disputait parce que tout le monde voulait parler plus fort que l'autre pour se faire comprendre. Alors ils avaient toujours l'impression que les gens étaient en train de s'engueuler entre eux, quoi, s'engueuler. Puis c'était juste pour se faire comprendre. Puis ils ont dit, on va essayer. Alors, par exemple, ils ont pris un mot, puis ils l'ont étalé dans toutes les langues qu'ils connaissaient. Par exemple, le sucre, c'est zucker. Zucker, alors zuckera, zuckero, zuckeri, etc. On a tout mis zuckeras. Alors, on a aussi des participes présents, participes passés, tout ça, je ne vous ai pas dit. Ou qu'on fait l'adjectif qui dit a été sucré, sera sucré, la porte est ouverte ou elle est en train d'être ouverte, etc. On a des subtilités quand même. On les a après. Ça date depuis quand? 1865 à peu près, ça a été inventé. Et puis les premiers grands congrès et tout ça, un des tout premiers grands était à Bologne en 1905. En France, il y avait 3000 personnes, quelque chose comme ça. Donc, mais c'était d'Europe. Là, c'était encore pratiquement sur l'Europe. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après la Deuxième Guerre, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé à exterminer les juifs, les homosexuels et les espérantistes. Le premier jour, dans les premiers à Varsovie, une des premières punitions, quoi, pour un soldat allemand tué, il y avait 50 autres personnes qui étaient tuées, c'était la punition. Et il y a eu un espérantiste qui avait fondé la langue, un des frères Zamenhof. Donc c'est Louis Lazarov Zamenhof qui a fait le livre qui s'appelle Le Fondamento, qu'il a écrit. C'est son beau-père qui l'a édité, qui l'a aidé, qui l'a édité. Et Louis Zamenhof était ophtalmologue et il a fait ses études ici à Lausanne, à l'hôpital ophtalmique. Il a fait les études de médecine en Russie et pour devenir ophtalmologue, il était ici à Lausanne. Donc à chaque fois, il apprenait la langue du pays, chaque fois qu'il devait faire des études, d'aller plus loin. Et alors, au-delà de toute cette articulation, toute cette grammaire, toi, l'espéranto, qu'est-ce que ça te fait vivre? Alors, moi, ça me fait vivre que je peux contacter des gens dans des pays différents pour voyager. Quand je voyage, j'écris à des gens de clubs et je dis... J'aimerais venir dans votre pays et quand j'arrive, ils me disent « mais qu'est-ce que tu souhaites ?» Eh bien, rencontrer des espérantistes qui me font vivre leur pays. Donc, oui. Tout à l'heure, tu disais que lorsque vous écriviez, c'était un peu chacun différemment et que vous ne compreniez que ce que vous aviez écrit, mais pas les autres. Oui, mais au bout d'un moment, les espérantistes, ils se parlent, on s'écrit comme ça. Quand nous, on écrit en espéranto. La moitié de mon ordinateur, maintenant, les lettres que je reçois et tout, j'ai le texte qui est en espéranto et dans la langue du pays. Ou sur Internet, je peux vous montrer sur le téléphone, j'ai le texte en espéranto, puis après, dans la langue du pays, je l'ai en indonésien, je l'ai en tamoul, en chinois, en japonais. À chaque fois, on met les deux textes. Les deux textes. Mais c'est quelqu'un qui veut vraiment communiquer au bout d'un moment, qui veut... on se met tous à cette écriture. Avec l'anglais, ils sont obligés, dans leur pays, à apprendre l'écriture arabe, quoi. C'est l'écriture arabe, quand même, européenne. Mais... Pas actuelle, mais d'origine. Pour les Chinois ou les Japonais, oui, c'est quand même compliqué parce que s'il y a 75% de racines latines. C'est plus facile que l'anglais. C'est 10 fois plus facile même que l'anglais. Si on a fait des calculs que si on prend pour parler une langue, un vocabulaire de base, une petite conversation de base, hein, on a fait des études que le français, il faut 2000 heures à peu près d'apprentissage, l'allemand 1500, l'anglais 1000, pour la même discussion, hein, comme ça. Et le même niveau, 100 pour l'espéranto. Le cours de base d'espéranto pour comprendre l'ensemble, comment ça fonctionne, c'est 10 heures. Le prof de langue de l'EPFL, il a mis 3 heures parce qu'il a pris la petite brochure. Alors voilà le livre. Ça, c'est nos règles de grammaire. Hein, c'est tout, ça s'appelle le baiser. Toutes nos règles de grammaire sont là. Il y en a 16. Hein, elles sont là. Il a pris ça, il a lu ça. En montant, on avait l'Assemblée Générale à Watteville, hein, parce qu'on se déplace avec ça, avec le train, ça marche bien.
On était à Watteville, et puis lui, il était tout seul dans son coin, il a lu ça, puis un autre bouquin, notre petit dictionnaire, je l'ai là, ou comme ça. Pour 15 francs, vous avez toute une langue dans la poche. Hein. Et le retour, il l'a fait avec nous en disant, ça vous apporte quoi, vous faites quoi, vous discutez quoi, elle dit, c'est génial. Il l'a appris en 3 heures. Parce que lui, il connaissait déjà 4-5 langues. Oui, c'est ça. Donc, il y a déjà une... Oui, la gymnastique. Ma meilleure amie, elle est décédée, avec qui j'étais 10 semaines en Chine. On est partis les deux. Pour ses 70 ans, on est partis. Petite valise. Ouais, Charlotte. Ouais. Elle est décédée. La semaine passée. Ah, j'ai pas pris, mais j'ai l'hommage à Charlotte, là. Je lui ai fait un hommage. Et puis, alors, elle parlait 4 langues. Elle était guide à Montreux, guide à Vevey. Anglais, allemand, français, italien. Bien, hein, à parler les conversations. Elle a rencontré un monsieur, Victor, voilà. Mais quand elle l'a connu, ils étaient dans des congrès, puis il était avec sa femme. Sa femme est décédée, et après ils se sont mis, amitié, on dit, se sont mis en amitié. Lui, il connaissait 4 langues. Le russe, le polonais, le hongrois, le tchèque. Il ne connaissait pas de langue européenne d'ici, quoi, on va dire. Alors, ils n'avaient que l'espéranto à eux deux. À eux deux, ils parlaient espéranto. Alors, moi, j'avais appris l'espéranto, mais je me suis mis à le parler avec Victor. Parce que Victor, je ne pouvais pas parler autrement. C'était tout simplement. Et quels sont les pays que tu as visités grâce à l'espéranto? Bon, j'ai fait déjà 10 semaines en Chine, parce qu'en plus, j'étais enseignée l'espéranto dans une université privée pendant 1 mois l'été. J'ai acquis mon brevet d'enseignante d'espéranto mondial. Et puis là, je reviens du Japon. J'ai fait 6 semaines au Japon. Et puis sinon, normalement, cet été, je pourrais aller en Tanzanie. Mais disons, ce que je dis, allez, c'est-à-dire rester puis visiter le pays, c'est-à-dire faire entre 6 semaines et puis 10 semaines, contre 6-10 semaines. Comment tu as fait avec les Chinois? Quand tu as débarqué en Chine, tu parlais pas chinois? Non, pas du tout. Alors, japonais non plus. Alors, on écrit un club d'espéranto. Qui existe déjà là-bas? Oui, il y en a tout plein, donc on écrit d'un club à l'autre. Et il y a toujours quelqu'un qui vient nous chercher à l'aéroport, soit avec un drapeau comme ça, ou là, où on a des linges, ou des comme ça. Là. Alors, je vous raconterai l'histoire de ça après. Comme ça, quelqu'un, il nous attend comme ça, et puis nous, on sait que c'est un espérantiste. Le vert, c'est la couleur de base de l'espéranto. Alors au départ, c'était le vert avec l'étoile verte, mais on s'est rendu compte que les pays islamiques, ils avaient tous l'étoile verte, hein, c'est leur symbole. Alors, en allant écouter un congrès en Italie sur les conflits autour de la Méditerranée, c'était le doctorat d'un Espagnol, mais il nous l'a tout présenté, on a travaillé ça sur 5 jours, tout présenté en espéranto. Et il m'est venu une idée en disant, mais enfin, il y a un symbole de l'amitié chez les bouddhistes. C'est ces beaux voiles blancs, c'est beau comme ça, ces beaux foulards blancs. C'est le symbole de l'amitié, de la paix, qu'on veut avoir du dialogue avec l'autre pour la paix. Alors, moi j'ai eu l'idée de dire, mais on ne veut plus utiliser l'étoile. Donc je mets des E. Et ces E veut dire éducation au respect par l'espéranto. Pour être en empathie avec tous les gens qui sont dans le conflit. Et ça va aussi en anglais. Education, respect, and with Esperanto, etc. Ça va en anglais, ça va dans plusieurs langues. Et l'idée, c'est de donner aux gens, d'aller chez les gens et tout ça en disant, voilà, on est en amitié. Et c'est un symbole qu'on pourrait avoir dans les congrès ou les séminaires ou les mouvements, quand on fait des marches pour la paix. On pourrait avoir ce foulard avec les E, éducation au respect par l'espéranto. Parce que ça peut être une langue. On a été donc, la semaine passée, on a été animé le même atelier, le même genre d'atelier auprès du service civil international. On était à Berne. On nous demande maintenant, quand ils font des ateliers sur la paix, on nous demande d'aller animer qu'est-ce que c'est l'espéranto? On pourrait l'utiliser. J'ai rien contre aucune langue, toute langue est belle, mais elle appartient à un peuple, elle appartient au territoire, elle appartient à la nourriture, à la chaleur, au climat. Les Inuits, ils ont 120 mots pour la neige. Il n'y a pas ça dans le Sahara, hein, c'est sûr. Et puis quand on parle de la cuisine, on n'a pas les mêmes mots en Angleterre qu'en France, hein, par rapport à la cuisine. Hein. Ce n'est pas les mêmes ingrédients. Hein. Donc, c'est une langue neutre où on peut...
Et puis tout le monde doit se l'approprier. Même les Anglais, les Américains, les Russes doivent l'apprendre. On part tous au même niveau. C'est une langue neutre. On doit tous faire le même effort et on doit arriver à construire. On est toujours à dire à l'autre, est-ce que tu as compris? Comment penses-tu? Que vois-tu? Parce qu'on n'a pas la même forme de pensée, on n'a pas les mêmes références. Quand on veut faire une allusion ou une blague, le plus dur, c'est les blagues souvent. Parce qu'on n'a pas les mêmes références du tout. On n'a pas les mêmes... donc on doit à chaque fois contrôler que la personne a compris notre message, a compris ce qu'on veut dire. Alors souvent on dit, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça c'est assez... Alors on trouve un autre moyen, mais on a de la patience à s'écouter comme ça. On a de la patience à... On veut vraiment passer notre message. Et ça c'est super important. Alors, d'après ce que tu dis, les enfants pourraient l'apprendre facilement. C'est ce qu'on fait. On fait des cours pendant qu'il y a des congrès. Donc, on a maintenant des enfants de langue maternelle espéranto. Parce que pourquoi est-ce qu'un Japonais qui travaille pour un grand trust ici en Suisse, on ne dirait pas de nom, et puis qui tombe amoureux quelqu'un d'Amérique du Sud, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de parler anglais? Et puis l'enfant, il va aller à l'école à Brésil, voilà. Alors, en général, ça arrive maintenant qu'on a des jeunes qui, entre eux, parlent espéranto, leur enfant parle espéranto, puis après, l'enfant, il apprend simplement la langue de là où il est à l'école, et puis c'est tout. On a des enfants qu'on appelle des NASCA, de naissance. Ça s'apprend comme une langue maternelle, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà dans le monde des écoles pour les enfants? Alors, il y en a une. La Chaux-de-Fonds est un grand centre d'espéranto. Alors, ça se passe autrement, ou du moins autrement, chacun fait un petit peu comme il veut. Mais à La Chaux-de-Fonds, on a la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, qui est un grand centre d'espéranto qui garde des livres. Il y a toute une aile de la bibliothèque où il y a les livres d'origine et tout ça. Pas seulement l'espéranto, toutes les langues artefacts. Il y a le Volapük, l'Ido, tout ça. Puis en bas, ils ont les livres d'origine. C'est absolument extraordinaire, leur collection. Et il y a un centre qui s'appelle le Centre culturel d'espéranto où ils font des stages, des séminaires, des week-ends, des grands week-ends de 3-4 jours avec des conférences, avec des cours comme ça. Et il y a une école là-bas, une école privée. Alors ce qu'il y a, c'est que l'école privée, partout, c'est des enfants avec des problèmes de comportement et comme ça. Et c'est un peu comme l'école Steiner. Tout est fait en espéranto. Il y a 17 élèves, quelque chose comme ça tout de suite. Il y a une prof pour les grands, une prof pour les petits. Je crois que tout marche avec des dons. Tout marche, les parents, le canton et tout ça. Tout est fait où ils font des ateliers, les gens viennent. Et les enfants font tout. Bon, ils repartent le soir à la maison, mais ils font les repas, ils font de la correspondance avec le Japon, ils font des écoles au Japon, et comme ça, ils apprennent tout en calculant sur des problèmes pratiques tout de suite sur le moment. Oui, l'enseignement est tout basé sur des choses concrètes. Donc, si je comprends bien, dans notre monde actuel, c'est quelque chose qui se développe toujours de plus en plus. Il y a aussi un intérêt de la part... Très vite. C'est une langue du cœur. On est étonné. Elle a 125 ans à peu près maintenant. Ouais, 125 depuis la division. Elle est déjà sur les 5 continents. C'est très rapide pour une langue. Vraiment, les gens se l'approprient. On pourrait dire que c'est une langue de cœur. Oui. Parce que c'est des gens qui ont une philosophie de vouloir parler en égalité avec les autres. C'est ça. Elle se développe très vite. Est-ce que les écoles publiques sont intéressées à diffuser? Alors, on commence. On avait eu avec Anne-Catherine Lyon un contact. Oui, elle était toute preneuse, tout à fait d'accord pour faire des options. Parce que ça va très bien pour les enfants HPI. Hein. HPI, c'est impeccable. Et ils peuvent faire ça en plus et en contraire à côté. Parce qu'on peut apprendre ça avec Duolingo. C'est gratuit. Hein. Duolingo. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'application. C'est une application qu'on fait avec le téléphone portable. C'est tout un laboratoire de langue. Moi, je fais pour apprendre l'anglais. J'ai mis espéranto anglais. Alors, je reçois la phrase, soit en espéranto, soit en anglais, puis ou bien il faut remettre les mots dans l'ordre, ou bien il faut traduire, ou bien comme ça. Parce que l'anglais, je ne le sais pas assez bien, je ne connais pas les nouveaux mots de tout ce qui est ordinateur. Alors, comme ça, j'apprends comme ça. Il y a des choses, il y a beaucoup. On tape espéranto, il y a Wikipédia qui est en espéranto,
Il y a tout un Wikipédia, un dictionnaire d'ordinateur. Il y a des cours entiers où il y a une douzaine d'exercices. Et après, à la fin, il y a un petit test. Et on envoie un correcteur. Et dans le monde entier, on a un correcteur, n'importe où dans le monde, qui nous corrige le texte avec nos fautes et nous explique pourquoi. À chaque fois, il nous renvoie notre texte avec les corrections. Et après, on passe à la deuxième série. On a une dizaine de séries. On a eu plusieurs fois des gens qui sont arrivés dans notre groupe, notre société, comme ça. Et ils parlaient très, très bien, vraiment très, très bien, très bon accent. Et en fait, ils ont appris par Internet, ils ont appris tout seuls. Mais il y a un livre qui s'appelle Gerda, qui a été faite Gerda Malaperis. Alors ça veut dire Peris. Gerda a disparu. Et c'est un psychologue belge qui était traducteur à l'ONU, là-bas. Et il a donc psychologue et traducteur. Et il a inventé cette méthode. C'est un roman policier. Alors, ça commence par 3 phrases. Et à chaque fois, après, on a un petit vocabulaire et on a une règle de grammaire. Il y a 23 chapitres. À chaque fois, les chapitres sont un petit peu plus longs. Puis l'intrigue, c'est une dame qui a disparu à l'université, puis il faut la chercher. Et à la fin, c'est pratiquement la langue. Ça, c'est assez ludique. Donc, c'est vraiment aussi le... Moi, j'utilise ça pour... Il y a plusieurs choses, oui. J'utilise ça. On peut l'avoir après, si on arrive... Et puis pour les enfants, juste encore un petit truc, pour les enfants, il y a un dessin animé, parce que c'est toutes les langues ça. Mazie, alors ça c'est en n'importe quelle langue, non Mazie, en anglais, français, tout ça, ça s'écrit Musi. Voilà, Musi, et en espéranto c'est Mazie. Voilà, c'est un ours, l'ours Mazie. On prend ça sur YouTube, un Mazie, et vous l'avez dans toutes les langues. C'est-à-dire, c'est des petits dessins animés d'1 quart d'heure, il y en a 16. Vous pouvez le regarder en français dans la langue maternelle, on dit en fait. Et après, vous le regardez le même, exactement le même, dans la langue que vous voulez apprendre. Alors moi, quand mes enfants, j'en ai 4, dont des jumeaux, commençaient à me casser les pieds, plutôt que de leur donner du sirop à la codéine, je leur mettais un Mazie. Alors, je t'envoie un Mazie en français, si ça ne va pas, tu l'auras en anglais, tu l'auras en allemand et tu l'auras en espéranto. Et j'espère qu'après, t'es tranquille. Mais n'empêche que... Bah, oui. Et maintenant, c'est mes petits-enfants qui y vont. Ma petite fille, elle voulait absolument, elle a 8 ans, elle voulait une pluche pour son anniversaire. Je lui ai dit, t'en as déjà tout plein, encore une. Alors, j'ai offert un koala. Puis je dis, ton koala, il vient d'Australie. Il ne parle pas le français. Alors, je te passe le livre d'espéranto, puis tu apprends l'espéranto pour pouvoir parler avec lui. Alors, elle était là. Mamie, on dit comment, là, le cheval? Alors, elle a son petit bouquin, puis elle parle à sa pluche. Puis c'est phonétique. Des choses comme ça, mais on s'amuse bien. J'ai un petit-fils qui est très drôle. On soupe ensemble, puis lui, il adore aussi apprendre les langues. Il a 12 ans. Hein. Il adore, il fait du karaté, donc à chaque fois... Alors lui, il me dit un mot qu'il a appris dans la journée pendant qu'on mange. Moi, je le traduis en espéranto. Puis ma petite fille, elle doit chercher des fois ce que ça veut dire en français. Elle s'énerve parce qu'elle ne comprend pas en français. Mais ça fait rien, on rigole. On fait comme ça pour les intéresser. Il y a plus... Oui. Alors ça, avec les enfants, ça marche. Je faisais ça à l'école. Moi, j'étais enseignante. Et puis, je devais des fois faire les études surveillées. Puis là, c'est un moment quand les enfants ont tout fini, ils ne peuvent pas rentrer à la maison parce que les parents ne sont pas là. C'était un petit peu... Il faut les occuper, quoi. Puis moi, j'aime pas trop la stabulation libre. Et je leur mettais des Mazie. Ils adoraient. Ben oui, quand on fait des fiches pour faire des fiches, c'est de la stabulation libre. Alors moi, je leur mettais des Mazie. Je fais, alors on commence en français, après vous l'avez en allemand, parce que c'est dans votre programme, puis après je vous mon espéranto. Il y a des parents qui sont venus me remercier. Ils m'ont dit, c'est une des rares fois où ma fille, elle revient et elle m'apprend quelque chose à la maison. D'habitude, qu'est-ce que tu as fait à l'école? Bon, rien, des fiches. Ouais, c'est bien. Comment toi, tu es venu à trouver cet intérêt pour Espéranto? Alors ça, à l'âge de 11 ans, j'habite un petit village magnifique, merveilleux, qui s'appelle les Diablerets. Vous connaissez? Jusque dans les Diablerets, il y avait une fillette, là, électron libre, hyperactive, impossible d'apprendre à lire et à écrire. J'ai fait tout... Mais alors, très gentil, toutes les maîtresses d'école m'adoraient, tout le village m'adorait. Impossible, gros cher, donc impossible d'écrire et impossible d'apprendre à lire, vraiment. Et puis, les parents ils me disent, il va falloir que tu apprennes le latin.
qu'on te mette dans une école privée, que tu apprennes le latin. Ça voulait dire aller à Aigle. Et puis, j'ai entendu parler à la radio d'un interview, puis je fais « Maman, c'est ça que je veux apprendre, c'est ça. Écoute. » J'avais 11 ans. Et puis elle me dit « Mais ça, c'est de l'espéranto. C'est quoi ?» Elle me dit « C'est une langue slave. » Je fais « C'est de l'espéranto, c'est du latin moderne. Pourquoi vous voulez me faire apprendre du vieux latin qui est mort? Alors moi, je veux apprendre le latin moderne. Et comme ça, quand je serai grande, mon métier, je serai public relation pour la Suisse. Je présenterai la Suisse aux Chinois en espéranto et je ferai venir les Chinois pour visiter la Suisse en espéranto. Et c'est ce que je fais. Ouais. Et puis c'est ce que je fais. À 42 ans. À 40 ans, tu avais quand même un temps entre deux où tu... J'ai appris le latin, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand, j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire, j'ai appris à enseigner. Oui. On m'a dit que j'étais une bonne enseignante tellement je faisais de fautes, je comprenais les autres. Parce que je savais qu'il fallait crocher pour relire 3 fois son texte pour faire juste. Et puis, c'est au moment de Tolkien, là, quand il a fait tous ses films, Le Seigneur des Anneaux, puis il y avait toutes ces langues et tout ça. Puis mes enfants étaient adolescents, puis je les entendais dans leur chambre apprendre l'elfique, ils étaient à l'ordinateur, j'étais ci, j'étais ça. Puis je fais, j'ai besoin... Ils n'avaient plus besoin de maman, quoi, plus besoin. Juste quand il fallait manger. Voilà. Et puis j'ai dit, je vais faire quelque chose pour moi, quelque chose qui me, dans ma tête, au fond, que j'ai envie. Puis il y a une copine qui me dit, saluton la chiou, tu parles quoi de espéranto? Je fais, oui, il y a un cours ici, le vendredi à 5h, à côté de l'école, une découverte et tout ça. Le cours suivant, j'étais inscrite. Les cours durent 3 mois, 3 mois. Le cours suivant, j'étais inscrite. Puis ça se passe, il y a le cours pour débutants, puis un vendredi sur 2 après, il y avait un repas canadien. Tous les espérantistes qui avaient appris la langue venaient et on soupait ensemble. Alors le principe, c'est de dire, quand il y a des débutants, on parle de l'espéranto. On parle en français, mais de l'espéranto, du monde de l'espéranto. Des livres, parce qu'on a beaucoup de livres qu'on a français, espéranto, comme ça, les 2 langues. L'anglais aussi, 3 langues. Et puis sinon, quand on est qu'entre nous, on essaie de parler que l'espéranto. Parce que quand on est ici, côté français, on a tendance à parler français. Mais dès qu'on arrive avec les Suisses allemands, je comprends les Suisses allemands avec l'espéranto. C'est magique. Il n'y a plus de cravate, c'est magique. Et alors, on a fait un chœur suisse d'espéranto. On prend des chants de chaque canton, comme ça, des grisons. Alors, on le chante une fois dans la langue du canton, puis après, on le chante en espéranto. Et on va présenter la Suisse, on va dans les congrès comme ça. On explique comment fonctionne la Suisse avec les 4 langues, comment on est libre par rapport à 5 langues maintenant. Il y a la langue des gestes qui est langue nationale. On explique le système un petit peu très rapidement, puis après on chante dans nos langues. Et puis, Est-ce que les professionnels du tourisme et les offices du tourisme utilisent l'espéranto? Alors, ils commencent à être preneurs. Et les musées, on commence à traduire. Le tout, c'est qu'il manque d'enseignants. Il manque de gens qui ont confiance en eux pour enseigner l'espéranto. Il y en a beaucoup qui l'ont appris pour eux, pour voyager, pour leur confort, pour leur découverte. Mais passer enseignant d'espéranto, il y a quand même une responsabilité différente. Alors qu'on a tout, on a tous les examens, on peut faire B1, B2, C1, C2. Mais il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance pour passer à ce degré-là. De passer, c'est le monde qui manque plutôt. Est-ce que c'est peut-être dû au fait que ce sont des personnes plutôt déjà d'un certain âge qui apprennent, et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont dans l'âge à vouloir se former et d'apprendre, mais que c'est déjà des personnes d'un certain âge qui n'osent pas à se lancer? Je ne sais pas. Alors, je crois que les jeunes, pendant une dizaine d'années, tu as envie de l'apprendre et de voyager, tu as envie de découvrir, tu as envie de participer, d'aller. Il y a beaucoup de jeunes qui utilisent ça. Les congrès, c'est archi plein, les congrès. Les plus petits... Oh oui, il y a les congrès des jeunes aussi. Tu as toujours le congrès des adultes mondial, tu as le congrès des enseignants et le congrès des jeunes. À chaque fois, on peut aller à tous, mais c'est 3 semaines. Puis ils arrivent avec leur guitare, ils arrivent avec leur voyage en vélo, comme ça. Donc, si on va à un congrès, on peut faire 3 semaines de suite que dans le monde de l'espéranto. Oui. Mais il y a beaucoup de jeunes qui apprennent entre eux. Il y a un groupe à Aigle des scouts. Et ça voulait être la langue des scouts, pour les jamborees comme ça. On en a parlé à la Croix-Rouge aussi à un moment donné, et puis du reste on est en train de recommencer parce que
il y a beaucoup d'ONG qui arrivent et puis en fait ils sont pas équipés. Ils arrivent dans un tremblement de terre en pensant pouvoir louer une chambre dans un hôtel 3 étoiles, quoi, alors qu'il n'y a plus d'eau et plus rien à manger. Ils sont pleins de bonne volonté, mais c'est difficile des fois à organiser tout. Donc on est en train de voir des... Puis là, nous on est en train de lancer ça avec le service civil international. Donc là, parce qu'on ne se comprend pas en anglais. Il y avait 2 filles qui parlaient. Moi, je ne comprenais rien de ce qu'elles disaient. Moi, je ne parle pas bien. Mais à coup de pas, je ne parle pas bien l'anglais. Mais là-bas, il y avait 2 jeunes qui parlaient très enthousiastes, mais je n'ai rien compris de ce qu'elles disaient, mais rien. Je dis, oui, voilà, rien qu'ici à Berne, je comprends qu'on peut avoir le problème. C'était des Suisses allemandes qui parlaient anglais. Moi, la française qui ne connaît pas bien, qui parle anglais. Vive mon espéranto. Je ne comprenais rien. Mais oui, notre accent ne jouait pas. Avec des accents différents. C'est ça. Pas toujours facile. Alors, le grand compliment pour un espérantiste, c'est qu'on discute un moment, puis il y a quelqu'un qui vous dit « De quel pays viens-tu » J'ai pas réussi à entendre de quel pays tu viens. Ça veut dire qu'on est neutre. Le plus bel accent, c'est l'italien. L'italien, ça va bien pour l'espéranto. Ouais. Les intonations. Au début, quand on nous a présenté ces différentes espèces, avec le renard. C'est vraiment très italien. C'est cette forme de racinalité. Alors, en France, si jamais ils ont édité, je ne sais pas si vous connaissez ces petits guides comme ça. J'ai trouvé ça sur l'autoroute en plus. Hein. C'est un présentoir sur l'autoroute. Le petit guide comme ça où il y a toute l'histoire. Alors j'en ai pris une série. Il y a toute l'histoire de l'espéranto, puis c'est en français. Donc, en général, avec ça, on a déjà une bonne ébauche, tout ça, de la langue. Regardez, je vais vous montrer. Vous connaissez nos dictionnaires français, hein? Entre le petit Robert, le Larousse, Voilà le dictionnaire de l'espéranto. Ça m'encourage. Alors, entre ça et ça... Vous en avez pour 15 francs et vous avez toute la langue. Là, c'est le dictionnaire, donc tous les mots racines. Et puis ça, c'est toute la grammaire, le système, l'alphabet, etc. Tous les mots de base. Entre les deux, ça fait 15 francs et vous avez la langue dans la poche. Oui, on se débrouille avec ça, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la langue universelle de la paix? Alors, la paix, non. C'est pour une meilleure communication et tant mieux si on arrive à la paix. Mais on peut se disputer avec l'espéranto, on peut se faire la guerre. Hein. Il y a Tito, tout ça, il parlait anglais et il parlait l'espéranto. Non, ouais, beaucoup. J'ai fait un quiz et je ne l'ai pas pris. J'avais 42 personnes. Michael Jackson, il a fait un clip en espéranto. La langue du dictateur, les Juifs, l'autre peuple, si on peut dire, il y a le dictateur et il y a l'autre peuple qu'on traduit par les Juifs. Mais c'est espérantistes, ils parlent tous espéranto. Oui. Alors, justement, nous aimerions que ce soit une langue utilisée pour l'éducation au respect. Et tout mieux si, comme cadeau, on peut arriver à la paix, mais ce sera un cadeau. On ne peut pas en faire un objectif, c'est l'être humain, ça. L'être humain. On estime à combien le nombre de personnes qui parlent l'espéranto dans le monde? Alors, moi je réponds un petit peu, c'est un peu comme savoir ceux qui tricotent ou ceux qui font du football. Il y en a qui tricotent dans leur cuisine, et il y en a qui font du football, même en regardant la télé. Hein. On ne peut pas savoir, tellement ça se diffuse. Pour l'instant, avec les gens qui sont inscrits dans des clubs, ce qu'on peut regarder par rapport aux clubs et tout ça, on est entre 15 millions à peu près de personnes. Ah, oui. Alors les espérantistes, ce sont des gens curieux. Alors moi, je fais volontiers l'accompagnement. Comme c'est une langue orale, je demande qu'il y ait au moins 5 personnes. Et je fais sous forme, c'est pour ça que je vous ai dit que je m'appelais Esperanza. Et c'est le concierge de mon école qui m'a surnommée Esperanza. Hein, c'est le concierge quand je travaillais. Et puis, ce qu'on fait, c'est que... Et ça, c'est le prof de langue de l'EPFL qui m'a appris cette méthode-là. On fait un jeu de rôle. On demande à chaque personne de définir un personnage qu'il aime bien. Coquino, il y en a qui se sont appelés ma poulette. Coquino, Vulpo. Et encore à l'heure actuelle, quand on se voit dans les stages ou comme ça, saluton Vulpo, saluton Coquino, etc. Oui, ça reste. On se choisit un personnage. Et c'est le personnage qui apprend une nouvelle langue. Et comme ça, le personnage est désinhibé, on va dire. C'est pas grave s'il fait des fautes. C'est un personnage qui apprend une nouvelle langue, qui va dans un autre pays. Donc, on se libère.
Et ça met beaucoup d'humour. C'est ça. Il faut qu'on apprenne cette langue avec beaucoup d'humour, et puis c'est trop rigolo comme ça. Merci. Merci. Merci à vous pour votre écoute. C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci.